Hein? C'est quoi ça? Nous ne sommes pas seuls! Tu l'as senti? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Des gens se rapprochent. Combien sont-ils? Ils sont 2. Les sens aiguisés de Kwang Ik venaient clairement de percevoir 2 présences humaines. 2 hommes armés et portant des masques similaires à ceux des télépathes rencontrés plus tôt lors de leur entrée dans le portail blanc se rapprochaient de leur point de refuge. Qu'allait-il advenir? Le plan était-il fichu? Se demandaient nos 2 héros qui se préparaient au combat. Qu'importe ce qu'il se passe, la mission doit être un succès. Notre protagoniste pensait « J'aurai droit à mes compliments quoi qu'il en coûte ». En effet, quelques jours plus tôt après avoir eu raison du ver requin, notre protagoniste, tout confiant, avait demandé à Jong-Ah s'il y avait des immortels capables d'éliminer ce genre de monstre tout seul. Tellement qu'il est impossible de les compter. Répondait-elle, lui demandant s'il pensait avoir accompli un exploit. Il s'en était fallu de peu pour qu'il prenne la grosse tête. Pour notre héros, ce n'était pas important. Il attendra la fin de la mission pour les compliments, disait-il tout confiant. L'un des hommes armés disait sentir une présence à son homologue, lui demandant de rester sur ses gardes. Ils avaient repéré la grotte dans laquelle Jong-Ah et Kwang Ik s'étaient réfugiés. Au même instant, leurs armes étaient pointées, prêts à faire feu sur Kim Jong-Ah, laquelle était également en position d'attaque. Il lui était demandé de gentiment poser son arme et de sortir très lentement si elle ne veut pas que la grotte soit décorée à la peinture cervelle. Elle obéissait, demandant qui ils étaient. Ce n'était pas à elle de poser les questions, disait-il. L'autre acolyte se dirigeait vers l'intérieur de la grotte pour vérifier si elle était seule. Tapi dans l'ombre, notre protagoniste avait effacé sa présence, attendant le moment parfait. D'un coup, il avait bondi, prenant au dépourvu l'intrus qui venait d'entrer, lequel se faisait démolir instantanément. Son partenaire, voyant son collègue planer dans les airs, pointait aussitôt son arme dans la direction de l'attaque. Jong-Ah saisissait instantanément son poignet, déviant ainsi le coup de feu qui s'échappait de l'arme, et au même instant, elle lui assenait un coup violent à la tête. Les 2 intrus étaient désarmés. Chacun d'eux comprenait, dans la position dans laquelle ils étaient, qu'un seul faux geste de leur part signait leur départ pour l'autre monde. Les intrus étaient plutôt bien équipés. Ils avaient sur eux des fusils automatiques, des radios, des snipers. C'est à croire qu'ils partaient en quête de sensations fortes. Ces derniers affirmaient être des mercenaires qui étaient juste là pour attraper et revendre quelques envahisseurs et rien de plus, lorsque la question de qui ils étaient et pourquoi étaient-ils là leur était posée. Kwang Ik ne pouvait croire à ces histoires à dormir debout. Il savait que ceux-ci étaient là pour la même raison qu'eux, rattraper l'équipe d'escorte et s'emparer des pierres de mana. Le chef Lee les avait prévenus. Tôt ou tard, la troupe principale fera face à des agitations. Intervenez à ce moment-là. À cette allure, ils ne feront pas face à de simples agitations. Il fallait revoir leur stratégie. Kwang Ik suggère à Jong-Ah de changer de plan. De l'autre côté, l'avancée de l'équipe d'escorte était interrompue par un homme, lequel se tenait debout devant eux. Le chef Lee l'avait reconnu. Eh ben, regardez qui voilà. C'était l'un des dirigeants de Prométhée, No Pildu, il se nomme, avec pour surnom le bûcheron. À voir sa carrure, il est clair qu'il s'agit d'un puissant adversaire. Ce dernier hurlait avec le sourire aux lèvres, disant à l'équipe d'escorte que s'il laissait toutes les pierres de mana, lui, Pildu, promet d'être gentil et n'éliminera que la moitié d'entre eux. Pour l'équipe d'escorte, la situation était désavantageuse. Il fallait absolument gagner du temps. Un signe de la main faisait comprendre au chef Lee que c'était à lui de jouer. C'est bien. Bonne prise de décision. Il se chargeait immédiatement d'emmerder le bûcheron avec une altercation verbale, laquelle avait tendance à particulièrement irriter ce dernier. Pense à me remercier, petit con. En principe, je ne discute pas avec les gorilles, disait le chef Lee pour pimenter la discussion. Pildu était à bout. Dans toute cette agitation de mâle dominant, l'équipe d'escorte était tout à coup surprise par une voix féminine, laquelle leur demandait d'arrêter. Au même instant, l'un des leurs venait d'être jeté au sol. Il avait été stoppé dans son élan de fuite. La dame mystérieuse avait vu clair dans leur jeu, tenter de gagner du temps pour qu'un membre de l'équipe puisse s'échapper en douce. Cette option n'allait aboutir à rien, disait-elle. Ils étaient faits comme des rats. La seule option qui leur restait était de rendre les armes. Il y a eu une fuite d'informations. Ils savent tout de notre stratégie. Quelqu'un les aide, c'est clair. Pensait le chef Lee. Devrait-il y aller par la force et s'échapper? Il se le demandait. Cependant, s'il le fait, c'en sera fini pour la majorité des forces spéciales des Immortels. Dans toute cette pression atmosphérique, l'un des télépathes lançait le code Jake par radio, demandant à ses partenaires en position d'ouvrir le feu. C'était la fin. L'équipe d'escorte était fichue.
Tous entendaient, avec des expressions faciales diverses, la réponse de l'interlocuteur à l'autre bout de la radio. Code est clair. Cibles en vue. L'opération Middle Peak Dog Baby va commencer. Le chef Lee n'en croyait pas à ses oreilles. Avait-il bien entendu? Qu'est-ce qu'il raconte encore celui-là? Ne nous perds pas le temps, fais ce qu'on te demande. Sans vitesse initiale, le donneur d'alerte recevait une balle de sniper avec une précision chirurgicale directe dans la jambe. Ses cris d'agonie laissaient confus la femme mystère tandis que le chef Lee esquissait un sourire satisfait. Le jeu de mots qu'ils avaient écouté à l'instant était une appellation anglaise insultante de son nom qu'il n'aime pas trop. Quoi qu'il en était, au moins c'était facile à comprendre à sa plus grande satisfaction. Ils allaient maintenant pouvoir passer à l'action sans crainte. La dame mystérieuse était dans le collimateur du tireur, ou plutôt de la tireuse. C'était Jong-ha dans toute sa splendeur de tireur d'élite, accompagné de Kwang-hik. Quelques heures plus tôt, avant l'attaque de Prométhée, l'emplacement où nos héros devaient préparer leur embuscade était occupé par 2 agents du camp adverse qui montaient soigneusement la garde, prêts à passer en action. La véritable équipe du code Jake. L'un d'eux, qui avait entendu quelqu'un approcher, se faisait violemment clouer au sol en un seul coup précis à la tête. Le temps pour son collègue de réagir face à la situation surprenante, il recevait instantanément le tranchant d'une lame aiguisée dans la carotide. Notre protagoniste trouvait cela très étrange. C'était la 5e fois qu'il rencontrait de tels agents depuis leur patrouille. Un tireur d'élite télépathe et un immortel sans mêlée. Jong-ha et Kwang-hik avaient pu nettoyer toutes les positions de tir possibles. C'était à ce moment-là qu'il recevait le signal Code Jake, lequel signifiait qu'il devait se mettre en position. L'expression du visage émerveillé qu'arborait notre protagoniste était car il voyait pour la première fois le précieux bijou de Jong-ha. Surpris, hein? Elle demandait à Kwang-hik de dire bonjour à son arme personnelle, laquelle elle avait nommée Cache Hippo. De son côté, la dame mystère restait perplexe, ne comprenant pas qui avait bien pu leur prendre les points de tir. Le chef Lee hurlait. Préparez-vous au combat! Les forces spéciales des Immortels se positionnent immédiatement en formation de combat et s'ensuit une bataille acharnée. La dame en fuite hurlait par radio. Bon sang, code Ralph! Activez le code Ralph! Elle entendait une voix inconnue lui dire « D'accord ». Surprise, elle hurlait. Mais qui t'es, toi? Il se présente. Un beau mec sexy et mignon d'1,85 m, intelligent, fort et vaillant, l'idole du siècle présent. Cette façon qu'avait Kwang-hik de se foutre d'elle l'avait plongée dans une rage sans précédent. Elle hurlait « Tarantado », qui signifie « fou » en philippin. La dame ordonnait de localiser ce gamin prétentieux et de lui envoyer Bibi numéro 7. Dans le feu de l'action, le chef Lee avait pris la dame pour cible et tirait pour l'éliminer. Mais ses balles étaient interceptées par Pildu, qui montrait des aptitudes de combat remarquables. Ce dernier rappelait au chef Lee que c'était lui son adversaire et personne d'autre. Le chef Lee ne pouvait s'empêcher de prendre un vilain plaisir à le taquiner et cela agissait instantanément sur les émotions de Pildu, lequel se jetait violemment sur lui avec 2 haches dans les mains. Du sale se préparait. Jong-ha informait Kwang-hik qu'il était temps de changer de position. Ils sont là. Cependant, il était un peu trop tard pour cela. Leur emplacement venait d'être découvert par 3 intrus. Bibi numéro 7 apparemment. Ces derniers avaient pour mission de se débarrasser de nos héros le plus rapidement possible afin de changer la donne. Kwang-hik ne comprenait pas pourquoi n'était-il que 3. Et en plus, les 2 en arrière ne semblaient pas avoir l'intention de participer au combat. Le plus baraqué était curieux de savoir quelle était la relation de notre protagoniste avec la fille derrière lui. À cela, Kwang-hik lui répondait disant qu'ils en étaient au point où elle mettait ses jambes autour de ses hanches, comme pour dire bref, vous avez compris si vous avez regardé l'épisode précédent. Quoi? Avec quelqu'un comme toi? Hurlait The Rock, tout enragé avant de se jeter sur notre protagoniste pour en finir. Comment as-tu pu? Disait-il dans son élan dévastateur. Il était clair qu'il avait probablement interprété ses propos dans un autre sens. Oh, pourquoi toute cette violence? Kwang-hik esquivait son poing dont le son exprimait le désir d'en finir. The Rock sort instantanément une lame de son coude dans le feu de l'action et revient à la charge, surprenant Kwang-hik, lequel prend appui sur son assaillant et se projette vers l'arrière. Même si notre protagoniste était surpris, sa vitesse de réaction restait remarquable. Bouge! À l'arrière, Jong-ha lui intimait de bouger immédiatement et lâchait un énorme boulet de canon.
Mais la cible était plutôt très réactive, ce qui surprenait Jong-A qui venait de réaliser que c'était lui, Bibi numéro 7, et qu'il avait des réflexes hors du commun. Kwang-ik avait profité de ce moment déstabilisant pour charger un poing du gauche tout droit dans le thorax de Bibi qui serrait les dents face à l'impact surpuissant. Mais à la grande surprise de notre héros, sa main avait été saisie juste après le coup de poing et il entendait « Hein ? Casse-toi, c'est elle le plat principal. Et toi le dessert. » Bibi arborait un sourire des plus effrayants. Il venait de se transformer en un monstrueux loup-garou. Le temps pour Kwang-ik de réaliser qu'il s'agissait d'un métamorphe, il recevait un coup de griffe bien placé dans la tronche, lequel le projetait au sol. Jong-A hurlait d'inquiétude. « Saleté de Prométhée !» disait-elle, très en colère, comme si c'était ça qui allait empêcher les actions du monstre qui les observait. Des dents de travers, de la fourrure manquante par endroits. C'était donc à ça que ressemblait un métamorphe sans mêlée provenant des expérimentations de l'homme. Il était posé devant eux, inspirant la terreur, la bave dégoulinante. Notre protagoniste demandait à Jong-A de le laisser gérer la situation, mais elle insistait pour aider. Il hurlait, l'intimant de rester en retrait et de lui servir de support avec son arme. Voyant son air sérieux, Jong-A s'exécute. « T'es qui toi ? Tu me cherches, c'est ça ?» demandait Kwang-ik au monstre devant lui. Notre protagoniste n'avait pas besoin qu'on lui dise qu'il s'agit d'une expérimentation. Grâce à ses sens d'immortel, il pouvait le sentir. Ce n'était ni une race spéciale sans mêlée, ni un être doté de conscience. C'était juste une créature assoiffée de sang, un véritable envahisseur créé de la main de l'homme, un monstre. Et cela le mettait en rogne. Kwang-ik ne pouvait pas laisser cela passer. La créature, hurlant de rage, s'était jetée sur notre héros prête à le dépecer. Kwang-ik esquivait son attaque frontale, mais elle était apparemment assez rapide pour essayer de le surprendre avec une autre attaque instantanée dans son poing aveugle. Il esquivait de justesse, se propulsant vers l'arrière. L'intention était de lui séparer la tête des épaules et il s'en était fallu de peu. Son casque pouvait en témoigner. Dans cette situation, notre protagoniste pensait « Alors comme ça, ils n'ont vraiment envoyé que lui pour se débarrasser de nous. » Je vois, ça signifie qu'ils ont clairement une grande confiance en ses compétences. Le monstre hurlait à plein poumon, faisant vibrer l'atmosphère. Même si Jong-A était assez éloignée de la scène de combat, elle pouvait ressentir la pression qui se dégageait de ce hurlement. C'était l'aura du prédateur. Elle était inquiète, se demandant si Kwang-ik pouvait réellement gérer seul ce monstre dénué d'émotion. Les deux combattants se faisaient face. C'était reparti avec le monstre qui s'élançait de nouveau à vive allure sur notre protagoniste, envoyant un violent coup de griffe qui était facilement esquivé par Kwang-ik. Notre héros était désolé pour ce monstre qui tentait de l'intimider avec une pression aussi mignonne. Dans le genre, il avait déjà une fois eu la peur de sa vie et c'était suffisant. Sortant son arme, il canarde la créature, laquelle se sert de son bras comme d'un bouclier pour encaisser les impacts de balles tout en chargeant sur Kwang-ik. S'étant suffisamment rapproché, le monstre envoie un violent coup de griffe balayé, lequel est esquivé par notre héros et au même instant, les deux chargent simultanément des attaques puissantes. Kwang-ik esquive celle de la créature et lui assène un smash poignant dans le bide. Cependant, il était surpris par l'effet de l'impact qu'il avait ressenti. La structure osseuse du monstre avait changé au niveau de l'impact du poing. La créature tentait une autre attaque balayée, obligeant Kwang-ik à prendre du recul. Il venait à l'instant d'être témoin du Shape Modeling, une capacité propre aux télépathes leur permettant de changer la forme de leurs os à leur guise. Il avait des doutes au début, mais ceux-ci venaient d'être dissipés. Bibi numéro 7 était clairement le résultat d'un mélange métamorphe et télépathe. Le monstre, qui avait entièrement remodelé son ossature, dégageait de nouveau son aura de prédateur. C'était tout aussi chaud bouillant de l'autre côté de la bataille avec les assaillants qui se faisaient éliminer les uns après les autres. Le combat de Pildou et du chef Lee n'avait toujours pas pris fin. À voir l'état du casque du chef, il était clair que le bûcheron ne lui faisait pas de cadeau. Toutefois, il était curieux à propos de Bibi numéro 7. Bibi numéro 7. C'est quoi ce nom de poupée ? Demandait-il, questionnant son interlocuteur sur le genre d'adversaire qu'ils avaient envoyé à son équipe. À cela, Pildou, tout souriant, lui demandait de ne pas s'inquiéter. Il n'avait pas idée du nombre d'alliés qu'ils avaient, mais ils finiront tous dans son estomac.
hurlait-il, s'élançant vers le chef Lee pour la bataille finale, disant que même une armée ne serait pas suffisante contre Bibi numéro 7. Le chef Lee avait le sourire aux lèvres. Il avait confiance aux compétences de son élément, lequel déchargeait un coup de poing marteau sur la créature. Les capacités de ce monstre étaient clairement de la triche, pensait Kwang Hik. Avoir les aptitudes des télépathes et les capacités extraordinaires des métamorphes. Ce monstre aurait pu arriver à quelque chose si seulement il était le seul à être cheaté. La créature venait d'envoyer une attaque dévastatrice sur notre héros, mais c'était comme frapper dans le vide. C'était l'effacement de présence. Bibi était troublé par ce qui venait de se passer. Où était passée sa proie, se demandait-il lorsqu'il recevait un punch monstrueux dans le flanc gauche, lequel le faisait hurler de douleur. Sa riposte était instantanée, mais elle semblait glisser sur Kwang Hik, qui avait un contrôle total de la situation. Bibi était acculé par les coups puissants qui fusaient à son endroit. Ses sens étaient altérés. Une autre technique secrète de Kwang Hik. La protection osseuse que le monstre pensait indestructible en avait pris un coup. Notre protagoniste se fichait de lui, lui disant avec arrogance « Alors, comme ça il suffit de frapper continuellement au même endroit pour en finir avec ton armure d'Iron Man ?» Cette attitude ne plaisait guère à la créature qui s'était élancée sur sa proie avec sa dentition terrifiante, et c'était exactement ce que voulait Kwang Hik. Il concentre ses sens uniquement sur la créature telle qu'il avait procédé sur le chef Lee dans l'épisode précédent. Ainsi, les mouvements de son adversaire allaient au ralenti et de fait, il devenait prévisible. Notre protagoniste avait levé le poing face à la créature qui chargeait à pleine puissance. Le punch final qui accompagnait le monstre dans sa dernière demeure faisait trembler le sol. Bibi numéro 7 était vaincu, complètement écrabouillé. Les deux autres télépathes restants voulaient profiter de la fatigue de Kwang Hik pour l'achever, et de fait, ils s'approchèrent alors de lui. Mais juste que Kwang Hik servait d'appât. Il incline la tête, dévoilant une Jiang-A qui tire sur l'un d'eux en pleine tête, et le second déboussolé se retrouve accompagné de force au sol par un point puissant de Kwang Hik. Mais il prononce instantanément une formule bizarre, et Kim Jong-A lui tire dessus, l'empêchant de terminer la formule. Elle explique à notre héros qu'il s'agissait d'un sort d'autodestruction de Prométhée. « Mais vous avez aussi failli me tirer dessus », lui disait Kwang Hik. Jong-A répondait disant qu'elle avait confiance dans le fait qu'il allait esquiver à temps, et il en était aussi de même pour le fait qu'il pouvait se charger seul de Bibi numéro 7. Il était temps de partir, disait-elle, étant donné que les membres de Prométhée s'étaient retirés. Notre protagoniste avait le sourire aux lèvres. Au moins, il avait réussi à avoir les compliments qu'il attendait tant depuis le début. De l'autre côté, Pildu avait réussi à prendre la fuite après que la situation ait dégénéré, disant au chef Lee qu'il lui laissait la vie sauve pour cette fois. Chut, pourtant c'est lui qui a fui, hein? Le chef de l'équipe de sécurité de l'équipe d'escorte était curieux de savoir qui étaient ceux qui se sont occupés des snipers de Prométhée et le demandait au chef Lee. Il répondait, disant qu'il s'agit de ses subordonnés, Kim Jong-A et Yu Kwang Hik. Après tout, ces deux ont sauvé l'équipe d'escorte. Le rapport de mission du chef de sécurité dira du bien d'eux, pensait le chef Lee. Après le combat, dans la plus calme des ambiances, il n'oubliait pas de se remplir les poches avec quelques pierres de mana incognito. J'espère que personne ne me regarde. Vous avez quoi dans les poches? Rien du tout. De retour au bureau, le panda semblait très heureux par le plan qu'il avait concocté, demandant à Kwang Hik de rédiger son rapport le lendemain. Notre protagoniste ne savait pas comment lui annoncer que la mission était un échec. Il décidait de garder cette information pour l'instant, puisque Dong-hun était dans les nuages. Plus tard, sur le chemin de leurs maisons respectives, Jong-A faisait une fois de plus comprendre à Kwang Hik qu'elle lui avait fait confiance aujourd'hui pour la mission. Notre héros était intrigué par ses propos. C'était bizarre. Pourquoi ramenait-elle encore cela ? Une fois chez elle, Jong-A s'écroule. Elle souffrait des effets secondaires de l'élixir, la substance qui permet de booster les capacités des surhommes lors des combats. Cette fois-ci, ces effets étaient légers comparés à d'habitude. Grâce à une certaine personne, elle n'a pas eu besoin de prendre beaucoup de médicaments. Pour cela, elle lui en était reconnaissante. Le lendemain, en allant au bureau, Kwang Hik était perplexe quant au fait qu'ils n'avaient pas réussi leur mission de détournement de pierres de mana. Hwarim aurait fait mine de rien si tout s'était déroulé sans encombre. Mais non seulement rien ne s'est passé comme prévu, et en plus leur présence avait été exposée, pensait-il. Il envisageait de faire garder secret tout ce qui s'était passé dans le trou blanc et inventer des excuses au moment de l'interrogatoire
d'interrogatoire habituel. C'est bon, vous pouvez y aller. Cependant, tout avait été réglé à sa plus grande surprise, lui expliquait la responsable d'enquête, laquelle lui permettait de disposer. Vraiment ? Les messages d'appréciation de ses collègues fusaient à son endroit. Apparemment, il faisait même partie de la liste du personnel à promouvoir. Sans votre intervention, la mission aurait été une catastrophe. Psionic a donc décidé de nous donner plus de pierres de mana que ce qui était convenu au départ. Lui expliquait le panda, disant qu'ils avaient assuré et que la promotion n'était qu'un supplément. Les deux se faisaient interrompre dans leur discussion par une personne particulière. C'était Kim Joo-seok, le chef de l'équipe de sécurité et le responsable de la mission d'escorte. Il était venu remercier Kwang-hik pour son aide avec un présent assez particulier, un slug knife, un couteau spécial qui sert à découper les balles. Sa valeur était estimée à des dizaines de milliers d'euros d'après le panda, révélant ainsi à notre héros l'importance de ce cadeau. Jong-ha et Kwang-hik faisaient partie de la liste officielle du personnel promu de Hwarim. Notre protagoniste était dans les nuages, très heureux par la tournure que prenaient les choses. Le chef Lee lui demandait de rédiger son rapport de mission. Ce n'était pas le moment de se réjouir. S'il ne l'a pas encore compris, alors il n'est vraiment qu'un gamin. Plongé dans sa rédaction, notre héros réfléchissait aux événements qu'ils avaient vécus lors de la mission. Ce n'est que pure coïncidence s'ils ont pu stopper Prométhée. Ils avaient été au bon endroit au bon moment. La situation aurait été tout autre si le plan de Prométhée n'avait pas été interrompu. La majeure partie de l'équipe d'escorte y aurait laissé la peau. Le chef Lee avait raison. L'heure n'était pas à la réjouissance. En considérant la situation dans son ensemble, la conclusion était claire et nette. Il y a eu une fuite d'informations. Hwarim abrite un imposteur en son sein. Une semaine est passée. La troisième équipe de la sécurité extérieure se trouve dans un bar de la place pour un dîner d'équipe. Le chef Lee est très remonté par ce qui s'est passé lors de la mission précédente. Ils auraient tous pu y passer. Pour lui, il fallait absolument qu'ils réussissent à attraper cet imposteur qui se permet de mettre leur vie en jeu de la sorte. Kwang-hik lui demandait d'en parler au supérieur. Oh, le petit génie. Tu penses que je n'y ai pas pensé? Le chef lui faisait comprendre que c'était peine perdue. Ces gens-là n'écoutent jamais rien venant de moi. À chaque fois que j'aborde le sujet, tu sais ce qu'ils me disent? Hein? Tu sais? Tu sais ce qu'ils disent? Hein? Tu sais? Non. Qu'est-ce qu'ils disent? À chaque fois que j'aborde le sujet, ils me rembarrent, disant que ce n'est rien, que ça ne va plus se répéter. Il préférait profiter un peu plus de l'argent de Kwang-hik à l'instant présent au lieu de penser à cette affaire. Serveur, apporte d'autres bouteilles. Le nouveau a eu une promotion. Notre protagoniste avait laissé son équipe continuer leur tournée de bar pour rentrer chez lui, au grand désarroi de son chef d'équipe. Quoi? Où vas-tu? Tu nous abandonnes? Qui va payer? Chut, pourtant il gagne bien plus que moi, hein? En chemin, il réfléchissait aux propos de Dong-hoon et du chef Lee, lesquels étaient que les groupes anarchistes ont beaucoup évolué de nos jours, au point même d'ouvrir des entreprises financières afin d'arriver à leur fin. Kwang-hik voulait demander conseil à quelqu'un à propos de toute cette situation. Il lançait alors un appel à la personne la mieux indiquée. Regardez qui appelle. C'était son père. Il prenait de ses nouvelles et profitait pour glisser subtilement un message arbitraire, mais visé dans leur conversation. « Fiston, s'il t'est difficile de l'atteindre à la tête, alors frappe-le au tibia. » lui disait son père. Notre héros n'était pas sûr d'avoir bien entendu et le lui redemandait. La réponse de son père restait inchangée. Ce coup de fil venait de donner une piste de solution à notre protagoniste, lequel rappelle immédiatement le chef Lee, lui demandant où ils étaient allés. Quoi? Tu as finalement changé d'avis? Dans leur discussion, Kwang demande au chef Lee. Selon vous, pourquoi celui qu'on cherche s'est-il transformé en imposteur? Le chef était tout oui face à ceux qui allaient suivre. Kwang-hik tapait un sprint pas possible pour les rejoindre pendant qu'il parlait. D'après lui, 4 hypothèses sont possibles. Hypothèse 1. L'imposteur est un haut gradé de Hwarim et de fait, il est intouchable par l'équipe d'inspection intérieure elle-même. Hypothèse 2. L'imposteur n'a aucun lien avec Prométhée. En effet, le gouvernement ne serait jamais resté les bras croisés si cela avait été le cas, même si ce dernier était un haut gradé. Hypothèse 3. L'imposteur ne fait que collaborer avec Prométhée sans avoir l'intention d'en devenir un membre actif. Hypothèse 4. L'objectif ultime de l'imposteur est l'argent. Kwang-hik rappelait au chef Lee les propos qu'il avait lui-même tenus plus tôt. De nombreux cadres supérieurs souhaitent dissimuler leur fortune. En ce sens, les organisations anarchistes telles que Prométhée s'occupent de cela et en retour, ces personnes de haut rang les aident dans la création des entreprises financières légales. Sur ces paroles, notre héros avait finalement rejoint son équipe.
Dans une détermination sans précédent, il propose un plan d'attaque. « Que pensez-vous de dérober le coffre-fort de l'imposteur » disait-il. Sur cette information, le chef Lee ne pouvait que finir son verre avant de réagir. L'expression satisfaisante qu'il arborait montrait à quel point il trouvait l'idée palpitante. « Rendez-vous dans la salle de réunion », disait-il, le sourire aux lèvres. Plus tard dans la matinée, Money and Save, une banque de la place, vaquait à son train de vie quotidien jusqu'au moment où une caissière remarque l'arrivée d'un client particulier. Un individu suspect, mallette à la main, venait de faire irruption. À l'instant où l'agent de sécurité l'avait remarqué, c'était déjà trop tard. Des balles se logeaient dans ses deux jambes, le faisant hurler de douleur. Au même moment, un autre agent sortant ses griffes avait bondi dans le dos de l'assaillant masqué, mais il se prenait un sacré coup de genou dans la tronche, lequel l'envoyait violemment au tapis. Le train de vie habituel de la petite banque de la place allait connaître du mouvement. Dans le feu de l'action, le malfrat sort rapidement une arme plus imposante de son sac et la pointe sur le caissier en chef tout paniqué, lequel tentait de presser le bouton d'alarme sous son bureau. Il suppliait, disant « Ne faites pas ça, s'il vous plaît !» Pas besoin de faire ça, je vais te donner un coup de main, lui disait l'assaillant d'un air très sérieux en apprêtant son arme. Des coups de feu étaient instantanément tirés dans les locaux, affolant les clients. Le responsable de cette agitation demandait très posément à tous de rester couchés, la tête entre les jambes et de garder le silence. Le moindre bruit de leur part signifiait leur départ pour l'autre monde. Priez pour que tout se passe sans aucun incident jusqu'à mon départ, disait-il d'un air terrifiant. Un peu plus tôt, Dong-Hon laissait entendre que Money and Save est non seulement une entreprise légale de prêts financiers, mais aussi une banque créée par Prométhée. Et ces derniers possèdent 3 agences. Comment Kwang-Hik voudrait qu'ils s'y prennent pour s'attaquer à eux? Il devait détailler clairement le plan qu'il avait en tête. Notre protagoniste faisait comprendre que pour lui, la façon la plus simple aurait été de dévoiler les sources des fonds gérés par cette entreprise et de laisser la commission d'enquête financière les saisir. Cependant, cette démarche prendra trop de temps, chose qu'ils n'ont pas pour l'instant. Il proposait donc de faire une casse et dépouiller l'imposteur de tout son argent. L'expression faciale qu'arboraient les visages de ses collègues exprimait clairement leur état de surprise magistrale face à cette proposition audacieuse. Ils trouvaient cela très intéressant. La tête qu'ils faisaient tous laissait perplexe Kwang-Hik, lequel demandait avec hésitation « c'est quoi ces têtes ?» Chacun d'eux s'exprimait. Tu me surprends, gamin. Pareil, je ne m'y attendais pas. Il n'est pas aussi stupide qu'on le pensait après tout. Notre protagoniste ne savait quoi dire dans cette situation. Il était dépassé. Bon, en même temps, avec tout ce qu'il faisait au quotidien, il pouvait comprendre qu'il était normal pour eux de penser qu'il était juste un débile musclé. Entre-temps, le chef Lee était curieux à propos de son insistance à vouloir faire tomber l'imposteur. Que lui avait-il fait ? demandait-il. À cela, Kwang-Hik disait beaucoup tenir à la justice et à l'amitié. Il ne pouvait pas rester là à ne rien faire pendant qu'on s'attaquait à ses coéquipiers. Il devait agir. Dong-Hoon était chargé de préparer un plan impeccable pour la mission. Jong-Ah devait rassembler les informations nécessaires et faire une liste des personnes potentielles pour les aider dans cette mission. Le chef Lee, lui, se chargeait d'obtenir l'autorisation de mission. Et il disait avec sourire à notre protagoniste qui se demandait quel rôle il allait jouer de se regarder dans un miroir. Tu ne vois rien ? Pardon ? Tu as la carrure idéale pour être le protagoniste de la mission. Le chef de la sécurité de Money and Save était arrivé sur les lieux de l'incident. En seulement 5 minutes, le malfrat avait géré la situation jusqu'à quitter les lieux. Il n'avait pas fini de se demander ce que cherchait ce dernier par cette attaque qu'on lui annonçait sa 2e mauvaise nouvelle de la journée. Une autre agence de Money and Save s'était également faite vider. Kwang-Hik avait mis le feu à tout l'argent qui se trouvait dans le coffre-fort de la banque. À ce qu'il paraît, le plan était de vider 2 banques le même jour, sans faire de victimes civiles. Personne ne pourrait imaginer un tel scénario. Cette petite touche extra était un souhait du fou furieux chef Lee. Notre protagoniste laissait abasourdi le gérant de la banque qui ne comprenait pas ce à quoi il assistait. Pourquoi les avoir attaqués si c'était juste pour mettre le feu à l'argent ? Se demandait-il très perplexe. Entre-temps, Kwang-Hik avait pris la clé des champs à vive allure comme si sa vie en dépendait. En un instant, le jeune héros était revenu à son accoutrement habituel, comme s'il ne s'était jamais rien passé. Jong-Ah, sur une moto, l'attendait un peu plus loin, prête à déguerpir des lieux. La mission était un succès total. Enfin, c'était ce qu'ils pensaient tous.
Le chef Lee était allé demander l'autorisation de Park Pil-ro pour cette mission et contre toute attente, ce dernier refusait ce plan, le jugeant trop dangereux pour s'en mêler. Park Pil-ro craignait pour sa position de directeur chez Hwarim s'il approuvait une telle mission. Il n'en était pas question. Forte était sa surprise lorsqu'il voyait aux nouvelles que 2 banques avaient été vidées en une journée. Il comprenait alors que le chef Lee ne l'avait pas écouté. De l'autre côté, Kwang Hik était aux anges, remerciant ses coéquipiers pour le repas délicieux qui lui avait été offert avec la carte bancaire du chef Lee. Apparemment, le chef Lee avait organisé un repas d'équipe à ses frais afin de féliciter ses subordonnés pour le succès de la mission. Cependant, il leur faisait comprendre qu'il était encore trop tôt pour se réjouir. Il restait encore quelques éléments à régler. Le lendemain, au bureau, un événement surprenant se déroulait sous les yeux de Kwang Hik. L'équipe d'inspection anticorruption était dans leurs locaux et s'en prenait au chef Lee. Dong-hoon, qui tentait de s'interposer, se faisait remettre à sa place. Notre protagoniste était curieux de savoir ce qu'il se passait et on le lui expliquait. La responsable d'enquête, avec un air très menaçant, demandait aux 3 coéquipiers de Kwang Hik de la suivre immédiatement pour procéder à l'interrogatoire. Tous s'exécutaient incessamment, laissant notre héros broyer du noir. En partant, le chef Lee lui dit « Hé, le nouveau, va faire tes devoirs.